On va parler de l'affaire Tornado Cash. Ça a fait pas mal l'actualité crypto ces derniers temps, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un sujet important. Ça mérite d'être approfondi. On va parler de protection de la vie privée, on va parler de blanchiment d'argent, on va parler de la décentralisation, on va parler de liberté, puis aussi de sanctions, et donc aussi de privation de liberté. C'est peut-être des sujets qui t'intéressent si t'es dans la crypto, ou alors il n'y a que le fric qui t'intéresse. Quoi qu'il en soit, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, liker cette vidéo, me suivre sur Twitter, tu connais la chanson. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Sur Twitter, j'ai attiré votre attention sur un trade fait par le journal du coin, le journal du coin, journal du coin, comme ça c'est bien français. Mais blague à part, je salue du coup leur travail, au passage. Et puisque ce trade est très bien fait au sujet de l'affaire Tornado Cash, je vais le reprendre pour vous expliquer ce qui s'est passé si vous n'avez pas suivi. D'abord, Tornado Cash, qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole qui a été lancé en août 2019 qui permet d'effectuer des transactions privées sur Ethereum, la blockchain de Vitalik Buterin. En pratique, Tornado Cash utilise la puissance des Zcash-Nark pour proposer un service dit de mixage. Donc c'est un mixeur, un peu comme celui dans votre cuisine, ça mixe, ça mélange. Donc on peut aussi appeler ça un mélangeur. Je vous mettrai le trade en description, comme ça vous aurez tous les articles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais dans ce premier article, ça explique du coup la technologie des Zcash-Narks, des Zcash-Narks, et c'est un peu technique. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais si je dois vous expliquer un petit peu schématiquement, je vais reprendre le dessin là, qui est là on va dire. Même si le schéma ne correspond pas tout à fait à ce que je vais expliquer, c'est pour vous permettre de comprendre de manière plus imagée. Si moi par exemple je suis cette personne là, le petit bonhomme vert, et je veux envoyer des ETH à Madame Violette, eh bien vous savez que sur la blockchain, tout est tracé, tout est traçable, vous avez une adresse et on voit toutes vos interactions. Donc en théorie, avec mon adresse, on peut voir que j'envoie des fonds à Madame Violette, ou à Pierre, Paul, ou Jacques, et en fait on peut voir toutes mes interactions. On peut voir du coup combien j'ai d'argent, d'ETH, et puis toutes les personnes avec lesquelles j'interagis, on peut aussi aller fouiller, aller voir aussi ce qu'elles ont. Donc pour la vie privée, c'est pas vraiment top. Et c'est pour ça qu'il y a des services comme Tornado Cash, des mixeurs, des mélangeurs, pour retrouver un petit peu de vie privée. Et là, si je suis le bonhomme vert, je vais envoyer de l'argent à Madame Violette, et je vais passer par un mélangeur. On va dire la zone blanche, c'est le mélangeur. J'envoie mes ETH ici, je les envoie pas directement à Madame Violette, et toutes les personnes qui veulent aussi utiliser le service, Tornado Cash, toutes les personnes vont venir ici dans cette zone et mettre leurs ETH. Donc tous les ETH viennent ici, ils sont mélangés, et la quantité que moi je veux envoyer à Madame Violette, elle va le recevoir de manière automatique, envoyée par le mélangeur. Mais si on regarde sur la blockchain, tout ce qu'on verra, c'est que moi, le bonhomme vert, j'ai envoyé des ETH sur Tornado Cash, mais on voit pas à qui sont allés les ETH ensuite. Et du côté de Madame Violette, si on regarde son adresse, on verra qu'elle a reçu des ETH de Tornado Cash, mais sans savoir d'où ça venait. Donc ça permet d'avoir une petite zone, le mixeur, dans laquelle on mélange tout, et ça coupe un petit peu la chaîne, ça coupe le fait de pouvoir retracer toutes les transactions précédentes. Par exemple, Vitalik Buterin, qui lui-même est le boss d'Ethereum, de la blockchain en question, il a dit lui-même qu'il a utilisé déjà Tornado Cash pour faire des dons. Pour l'Ukraine, il y a un compte spécial pour faire des dons, et pour sa vie privée, il a utilisé cet outil. Donc maintenant, vous savez à peu près comment fonctionne le service Tornado Cash. Le mixage, c'est donc un procédé qui vise à prendre les jetons de plusieurs utilisateurs et les mélanger entre eux. Cela permet de briser le lien on-chain entre l'adresse du destinataire et celle de l'émetteur de la transaction. Et en fait, le Trésor américain est tombé sur Tornado Cash. Au cours des derniers mois, le protocole Tornado Cash a été utilisé à plusieurs reprises par des hackers pour brouiller leurs pistes. Ainsi, ces derniers ont utilisé le protocole pour blanchir les fonds issus de leur larcin. Ce n'est pas utilisé seulement par des honnêtes gens. Du coup, ces activités ont attiré l'œil du Trésor américain qui a accusé Tornado Cash d'avoir permis le blanchiment de plusieurs milliards de dollars. Donc allons dans l'article du journal du coin. Et en effet, Tornado Cash est accusé d'avoir permis le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars de crypto-monnaies depuis sa création en 2019, dont 455 millions de dollars volés par le groupe Lazarus. Le groupe Lazarus, c'est un groupe de hackers de l'État de la Corée du Nord. Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, il a déclaré que malgré les dires publics de Tornado Cash, ils ont échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à empêcher les cyberhackers malveillants de blanchir des fonds. Le Trésor continuera à mener des actions agressives contre les mixeurs qui blanchissent des devises numériques pour les criminels et ceux qui les aident.
Suite à ces accusations de la part du Trésor américain, de nombreuses entreprises et services ont commencé à appliquer des sanctions à l'égard de Tornado Cash. Ainsi, le site Tornado Cash a rapidement été mis hors ligne. On peut voir ça, si je clique, tornado.cash, le site est inaccessible. Et par la suite, le répertoire GitHub du projet a subi le même sort en étant supprimé de la plateforme de gestion de code. Alors GitHub, c'est une plateforme de référence pour les développeurs, notamment en open source, qui leur permet de publier et de faire réviser leur code. C'est une sorte de site d'entraide, tous les développeurs peuvent contribuer pour améliorer les protocoles, pour améliorer le code. Donc c'est une plateforme ouverte. Et sur GitHub, il y a donc un répertoire dédié à Tornado Cash qui a été dégagé de la plateforme. Il y a aussi Roman Semenov, l'un des cofondateurs de Tornado Cash. Il a indiqué avoir été banni. Son compte a été supprimé de GitHub. Donc il a annoncé ça sur Twitter. Il a dit que son compte a été suspendu et il pose la question, est-ce que écrire du code open source, c'est illégal maintenant? Parce qu'en soi, lui, il a pas fait de blanchiment d'argent. Ce n'est qu'un développeur. Et a priori, il aurait pas fait quelque chose d'illégal. Il y a aussi l'entreprise Circle qui émet le stablecoin USDC, qui a gelé une série d'adresses dont le crime aura été de passer par le service d'anonymation Tornado Cash donc, sans pour autant que ces adresses soient des adresses de personnes ayant fait du blanchiment d'argent, juste pour avoir utilisé Tornado Cash. Après ces services, ce fut au tour de services crypto de censurer Tornado Cash. En effet, les fournisseurs d'infrastructures RPC, Infura et Alchemy ont tous deux commencé à censurer les transactions à destination de Tornado Cash. Une à une, les plateformes ferment leurs portes, inquiètes de réveiller le courroux de la régulation outre-Atlantique. Ouais, ils commencent à flipper et ils font du zèle pour ne pas avoir de soucis eux-mêmes avec le Trésor américain, états-unien plutôt. Infura et Alchemy, c'est des fournisseurs d'infrastructures, de nœuds blockchain et de services sur Ethereum. Et donc ils ont mis sur liste noire Tornado Cash. Ils n'ont pas traîné pour suivre à la lettre la décision récemment prise par le gendarme financier états-unien. Et c'est des utilisateurs qui ont sonné l'alerte en constatant que leur requête RPC vers Tornado Cash n'aboutissait plus. Du coup, avec ce qui se passe et l'affaire Tornado Cash, ça vient rogner des principes importants de la finance décentralisée, la décentralisation en fait. Et le protocole, en principe de finance décentralisée DDX, a lui aussi mis en place des restrictions à destination des utilisateurs de Tornado Cash. C'est une réaction qui peut être surprenante normalement venant d'un protocole qui est censé être décentralisé, donc échapper à un contrôle centralisateur. Apparemment non. DDX confirme avoir suspendu des comptes liés au mixeur crypto Tornado Cash. DDX, c'est un exchange décentralisé de contrats dérivés basé sur la blockchain Ethereum, et de nombreux utilisateurs de DDX ont vu leur compte gelé, affichant le message suivant qu'on voit ici sur la photo, permanently blocked. Alors là, la personne a publié ça sur Twitter en disant qu'aujourd'hui elle a vu ce message, alors que son adresse n'a jamais interagi avec Tornado Cash, il a jamais utilisé le service et pourtant il se retrouve bloqué. Et DDX reconnaît que certains comptes ont été suspendus à tort, il y en a qui ont été bloqués parce qu'ils possédaient une certaine portion de leurs fonds qui était associée à Tornado Cash, même dans des montants infinitésimaux, donc quasiment que dalle, ça suffit à te bloquer, alors que toi t'as rien fait. C'est un peu comme si vous aviez un billet de 10 €, vous le mettez dans le distributeur automatique pour le mettre sur votre compte. Alors, généralement c'est dans l'autre sens, mais ça peut se faire aussi dans ce sens-là. Et pas de bol, ce billet a servi dans un trafic de drogue. Mais vous n'y êtes pour rien, on vous a rendu la monnaie, on vous a rendu un billet, et vous savez pas ce qui a été fait avant avec. Et bim, on vous tombe dessus, et on vous ferme votre compte en banque. C'est un peu dégueulasse. Là, c'est un peu ce qui se passe, pour schématiser. Du coup, la décentralisation en prend un coup, c'est pourtant une des valeurs de l'écosystème crypto, la décentralisation, et des promesses un petit peu d'un nouveau monde qui fonctionnera différemment par rapport à un ancien monde dans lequel le pouvoir est centralisé, par exemple par des institutions, et il y a que quelques personnes qui peuvent prendre des décisions, donc aussi il y a que quelques personnes qui peuvent être corrompues pour influencer sur leurs décisions. Et en principe, avec la décentralisation, ce que ça apporte, c'est qu'il y a une gouvernance qui se fait par l'ensemble des acteurs, il n'y a pas une personne à corrompre, il y a des protocoles, et voilà, c'est les valeurs du Web 3, la décentralisation. Là, ça en prend un coup. Peut-être que cette décentralisation s'avère finalement être que théorique, ou alors plutôt elle est limitée avec des points de friction qui permettent un blocage des utilisateurs de façon arbitraire et verticale. En fait, tout l'inverse d'un système décentralisé qui est soumis à aucune autorité supérieure, en principe. L'affaire Tornado Cash se poursuit et en Hollande, il y a eu une arrestation d'un des développeurs du protocole Tornado Cash. Celui-ci est accusé d'avoir participé à la dissimulation de flux financiers criminels et d'avoir facilité leur blanchiment. Ça s'est passé le mercredi 10 août. Le service d'information et d'enquête
enquête fiscale des Pays-Bas a fait arrêter un homme de 29 ans à Amsterdam. Il s'agit d'un des développeurs du mélangeur de transcription blockchain Tornado Cash, et d'autres arrestations seraient à prévoir. A priori, c'est un développeur, donc d'un protocole informatique, d'un outil qui à la base a été créé pour la préservation de la vie privée, mais a priori, lui-même il a pas fait de blanchiment d'argent. C'est pas parce qu'on a développé l'outil qu'on est responsable de ce que les gens font avec l'outil, normalement. Je vais prendre un exemple parlant. Voici mon couteau, mon bitcoin et mon couteau. Si je plante quelqu'un dans la rue, bon a priori, moi, faudra me mettre en prison quand même. Mais est-ce qu'il faudra aussi arrêter et mettre en prison le fabricant du couteau? Est-ce qu'il faut interdire la vente de tous les couteaux? Est-ce que ça a du sens de réfléchir comme ça? Du coup, est-ce que si avec ma voiture, et si c'est une voiture Renault, je fonce dans la foule et je tue des gens, évidemment, j'ai aucune envie de faire ça, et j'ai pas de Renault. Mais est-ce que du coup, faudra interdire les Renault en France? Et interdire les voitures même peut-être, par précaution, hein? Et même si vous ne possédez plus de voiture aujourd'hui, si vous en avez possédé une un jour, faudra peut-être vous mettre en prison. Bon voilà, en gros, c'est la logique là concernant Tornado Cash. Évidemment, les exemples ils sont peut-être ridicules comme ça, mais c'est à l'image un peu de ce qui se passe aussi. Je vais lâcher le couteau moi, on sait jamais, je veux pas de problème. Et pour montrer un peu le ridicule de la situation, parce que évidemment ces sanctions sont totalement risibles, il y a un troll qui a décidé, ou plusieurs trolls même, qui ont décidé de montrer l'absurdité des sanctions en envoyant des fonds depuis Tornado Cash à de nombreuses adresses de personnalités publiques. Et ce qu'ils ont fait, c'est plutôt intelligent. Donc les trolls contre-attaquent. Il y a beaucoup d'internautes qui ont souligné que les sanctions à destination de Tornado Cash manquent de fondement, c'est assez débile, autrement dit. En effet, Tornado Cash n'est qu'un outil qui assure la protection de la vie privée à ses utilisateurs. Pénaliser un outil car celui-ci peut s'avérer mal utilisé par certains utilisateurs, ça n'a pas de sens. Et bien que le site internet, Tornado Cash, il a été mis hors ligne, comme je vous ai montré ici, on peut plus y accéder, et bien en fait, les contrats qui sont déployés sur Ethereum, eux, ils persistent. L'interface n'est plus disponible, mais il est toujours possible d'interagir avec la blockchain et d'utiliser du coup le service Tornado Cash. Du coup, dans la journée du 9 août, un ou plusieurs internautes ont décidé de mettre en place une gigantesque campagne de trolls autour de Tornado Cash, et il y a une adresse qui a commencé à effectuer des retraits de 0,1 Ether vers des adresses de personnalités publiques, notamment grâce à leur nom de domaine en .eth. Du coup, il y a des dizaines de personnalités publiques, ou même des marques, qui ont désormais des traces d'interaction avec Tornado Cash. Alors qu'eux-mêmes, ils ont rien fait. Ils ont rien fait de mal, ils ont pas fait de blanchiment d'argent, et eux-mêmes directement, ils ont même pas interagi avec Tornado Cash. C'est même pas leur décision. Pourtant, selon la logique du Trésor américain, ils pourraient se retrouver sur une liste noire, et avoir des problèmes en lien avec le blanchiment d'argent du coup. C'est ridicule. Et donc parmi les personnalités, il y a Jimmy Fallon, un présentateur télé très connu, Shaquille O'Neal, basketteur, la marque Puma, Randy Zuckerberg, bon à mon avis Zuckerberg c'est peut-être le frère de Zuckerberg, je suis pas sûr, Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, Logan Paul, Brian Armstrong de Coinbase, et même le compte Ukraine Crypto Donation, vers lesquels on peut faire des donations en crypto, il a reçu 0,1 Ether, donc lui-même il est appliqué, il y a d'autres personnalités aussi, du coup en théorie il faudrait aussi mettre ces personnalités en prison, avec cette logique. Donc le but c'était de dénoncer le ridicule de cette situation, et que les sanctions ne sont peut-être pas très justes. L'ensemble des détenteurs de ces adresses peuvent désormais être ciblés par les sanctions, ces derniers pourraient être exposés à des amendes allant de 50 000 à 100 000 $. Du coup est-ce qu'il faut sanctionner un outil? C'est ça la question qui ressort de toute cette affaire. Sanctionner un outil pour les utilisations qui en sont faites, parce que c'est juste un outil qui permet d'assurer l'anonymat de ses utilisateurs. Chaque technologie ou outil a deux penchants, il y a l'utilité initiale, là en l'occurrence avec Tornado Cash c'est la vie privée, et puis il y a l'utilité détournée, comme là le blanchiment d'argent. En plus, ce qui est bête, c'est que des mixeurs, il y en a d'autres. Les sanctions, elles s'appliquent sur le territoire des États-Unis. Bon, à la limite, ça pourrait peut-être être étendu si l'Union européenne décide d'appliquer les mêmes sanctions, mais il y a d'autres mixeurs, il y a d'autres mélangeurs dans le monde, il y a d'autres services, et comme on l'a vu, même si le site n'est plus accessible pour le grand public, donc pour les personnes lambda qui voudraient avoir un peu de vie privée et utiliser l'outil en étant honnête et en ne faisant pas de blanchiment d'argent, en fait on peut toujours interagir avec la blockchain, avec l'outil, quand on s'y connaît en informatique, ce qui veut dire que les pirates, qui sont normalement la cible à la base de ces sanctions, eux ils peuvent continuer d'agir, il n'y a pas de souci, eux ils savent comment faire. Donc les personnes normalement ciblées ne vont même pas être arrêtées dans leurs activités criminelles, ils vont pouvoir continuer. Les seules personnes que ça bloque, c'est les personnes qui voulaient avoir de la vie privée. Et on peut retrouver la dualité de l'utilité initiale et de l'utilité détournée dans plein d'outils ou plein de technologies, comme par exemple le nucléaire, ça peut être une source d'énergie, ça peut être aussi une source de destruction, avec des bombes. Une hache
Bah c'est un peu comme mon couteau, je peux simplement découper ma viande avec, ou alors je peux faire de mauvaises choses et faire du mal aux gens. Mais moi je découpe les informations seulement. C'est un couteau virtuel, vous inquiétez pas, je fais de mal à personne. Et puis parlons de l'euro, ou du dollar aussi, parce que là aussi, ça peut être utilisé pour faire des choses criminelles, illégales, et du blanchiment d'argent, bien plus que les crypto-monnaies. Comme d'ailleurs, d'après le FMI lui-même, le montant estimé de l'argent blanchi dans le monde, sur une seule année, il est entre 800 milliards et 2000 milliards en dollars américains, ça représente entre 2 et 5% du PIB mondial. Donc là on parle de 800 milliards jusqu'à 2000 milliards, et pour Tornado Cash, on parlait de 7 milliards. C'est quand même beaucoup, mais comparé à 800 milliards jusqu'à 2000 milliards quand même, dans ce cas-là, vous-même qui utilisez des euros ou des dollars, bah on peut vous foutre en prison, avec la même logique. Il y a sûrement fort à parier que vous ayez déjà eu entre vos mains des billets qui ont servi dans des activités criminelles. Pour continuer de pousser un petit peu la réflexion, sur Twitter, j'avais attiré votre attention sur un thread de Esprit Critique, un compte à suivre aussi sur Twitter. Donc je vous mettrai son thread dans la description de ma vidéo, et ça questionne justement sur les cryptos, sur la crise, avec toutes les faillites, et puis aussi des affaires comme Tornado Cash, et donc ça questionne aussi sur la décentralisation. Ces réflexions sont intéressantes, donc quand on s'intéresse aux cryptos, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, c'est donc disponible en description. Et autre chose que je mettrai dans la description, c'est cette vidéo de Grand Angle Crypto, qui fait un sujet sur les CoinJoin, et puis les mixeurs, le mixage justement, qui explique tout ça de manière plus poussée. Donc si ça vous intéresse, pour approfondir vos connaissances, ce sera aussi dans la description. Je sais pas trop ce qu'on peut dire en conclusion. Ce serait peut-être un peu triste de dire que les idéaux de décentralisation sont peut-être en train de s'envoler, que la liberté ça me nuise, que protéger sa vie privée ça devient suspect en fait, et donc on va plus avoir le droit de le faire. C'est peut-être le chemin qui est en train d'être pris, avec la régulation notamment. Donc pour terminer sur une note un peu positive, je pense qu'il faut continuer d'approfondir ses connaissances, apprendre, essayer de comprendre les évolutions de l'espace crypto. C'est peut-être la meilleure façon de préserver des libertés, essayer de comprendre comment ça fonctionne quoi. Bon, pour ça, tu sais quoi faire, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, tout ça, liker ma vidéo, mais du coup aussi suivre d'autres personnes que moi. J'ai présenté différentes sources, notamment le Journal du Coin, Cryptique sur Twitter, ou alors Grand Angle Crypto aussi. Et puisque je partage, n'hésite pas aussi à partager ma vidéo, partage les connaissances.